Faut plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Faut coûte que coûte, au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Bonjour, je m'appelle Patrick Courtin, je suis médecin et je suis élu à la santé à Martigues et je voulais traiter de deux sujets. Un qui concerne le coronavirus et notamment les raisons de l'émergence du coronavirus, et une deuxième proposition, c'était vous lire une motion que j'ai présentée au conseil municipal concernant les laboratoires. Donc pour ce qui concerne le coronavirus, je vais vous lire la tribune que j'ai proposée, que je propose sur Reflet de ce mois-ci, puisque c'est moi qui ai la responsabilité d'écrire cette tribune de mon groupe ce mois-ci. Donc voilà ce que ça donne. Au lieu de s'attaquer aux véritables causes de l'apparition du SARS-CoV-2 et de sa diffusion mondiale, on ne s'attaque qu'aux symptômes de ce virus en mettant au point des vaccins au coût faramineux. Seule mesure préventive prise en compte pour éradiquer les coronavirus, la vaccination s'étale en tout lieu chez tous les gouvernants et les médias dépendants. S'attaquer uniquement aux conséquences de ces virus par la mise au point des vaccins et l'isolement social semble être la seule réponse envisagée et prônée par les représentants du système capitaliste. Omerta totale sur les causes fondamentales de l'émergence des virus, alors que tous les spécialistes indépendants sont unanimes pour reconnaître le rôle majeur de notre modèle de société qui, en favorisant les déforestations débridées des forêts tropicales, les élevages intensifs, les monocultures, l'urbanisation à outrance, détruisant les écosystèmes, le réchauffement climatique, etc., a permis l'émergence et la mondialisation du virus. Il est vrai qu'agir sur ces causes, c'est s'attaquer au fondement de la société capitaliste mondialisée, qu'il ne faut surtout pas remettre en cause. Alors silence sur les ondes et attendons que la prochaine pandémie et les prochains vaccins, puisque la crise sanitaire actuelle n'a rien à voir, semble-t-il, avec notre modèle économique selon le discours officiel des gardiens de la croissance carbonée. Il ne s'agit nullement d'une crise sanitaire impactant l'économie mondiale, mais bel et bien d'une crise du système économique agissant et impactant la santé des êtres humains et plus largement tout le monde du vivant. Quid des autres virus? Maintenant, je vais vous lire la motion qu'on a présentée au conseil municipal et qui concerne les laboratoires. Depuis le mois de janvier, la mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 se fait avec beaucoup de difficultés. Le manque de doses de vaccins se fait cruellement ressentir et engendre à juste titre de l'inquiétude chez nos concitoyens. Les très nombreuses hésitations gouvernementales ainsi que le manque de transparence et de lisibilité dans les annonces et les commentaires de nos dirigeants nationaux renforcent davantage le sentiment de colère qui traverse notre société. Parallèlement, les prévisions établies par le groupe pharmaceutique américain Pfizer, 15 milliards d'euros de bénéfices, grâce au vaccin de la Covid-19, apparaissent comme indécents à l'heure où l'humanité souffre d'une situation épidémique qui perdure. Dans le même temps, nous apprenons avec stupeur que le groupe Sanofi, qui n'a pas été en capacité de produire un vaccin, compte supprimer entre 400 et 600 emplois en France, tout en ayant distribué 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, soit une hausse de 340% sur un an. L'indignation est d'autant plus grande quand on sait que la majorité des laboratoires privés bénéficient de financements publics pour conduire leurs recherches. En acceptant de dédouaner les groupes pharmaceutiques de toute responsabilité juridique et financière en cas d'effets secondaires graves, et en entretenant une opacité dans les contrats établis avec les laboratoires, la Commission européenne, elle aussi, n'est pas exempte de tout reproche. Dans ces conditions, un changement de logique s'avère urgent pour que nous reprenions collectivement le pouvoir sur l'argent. Ainsi, le conseil municipal est invité à affirmer que les vaccins doivent devenir des biens communs de l'humanité, qu'à cet effet, l'abandon des brevets sur les vaccins est nécessaire afin que ceux-ci entrent dans le domaine public, que les intérêts financiers des grands groupes pharmaceutiques sont incompatibles avec l'universalisation de l'accès aux soins et à la santé pour tous et toutes, que la construction d'un pôle public du médicament et des produits médicaux est indispensable pour répondre avec justesse
aux besoins en soins de la population. Bonjour, Daniel Engen, cadre de santé, infirmier, retraité. Comment peut-on expliquer l'ampleur de cette pandémie et la situation des hôpitaux actuels? C'est simple, en 20 ans, plus de 100 000 lits ont été supprimés. Les effectifs des soignants, toutes catégories confondues, sont revus régulièrement à la baisse, avec la mise en place de quotas dans les instituts de formation infirmiers, les instituts de formation aides-soignants et les études médicales. Tout cela n'a qu'une raison, ce sont des économies. Les lits supprimés ont été remplacés, pour certains, par des lits de chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que les patients arrivent le matin, repartent le soir. Économie personnelle, plus besoin de soignants la nuit, et plus de repas à fournir, enfin c'est une économie rentable. Depuis la première crise de cette pandémie, l'année dernière, on aurait pu réinstaller des lits de réanimation partout pour faire face aux énièmes crises qui ont suivi cette première pandémie. Enfin, en fait, c'est une suite. Mais pour des raisons économiques, les lits qui avaient été créés en urgence ont été aussitôt supprimés dès qu'on n'en avait plus besoin pour remettre en place le système de santé économique qui dure depuis des années. Que ce soit en soins généraux, en psychiatrie, le turnover est important. Petite anecdote, il y a 20 ans, quand une femme accouchait, elle restait 9 jours à la maternité. Après, elle est restée 6 jours. Maintenant, dans le meilleur des cas, elle reste 3 jours. En aucun cas, on ne prend en compte la fatigue, la prise en charge du bébé, la nécessité d'avoir un temps d'adaptation. C'est je fais vite, je cours vite, je rentabilise mon lit. Les soignants, c'est pareil, ils sont épuisés. Quid de la souffrance psychique qui commence à poindre dans les discours médiatiques? Mais ça fait des années que les soignants sont en grève pour réclamer un meilleur statut, une meilleure reconnaissance, une meilleure revalorisation de leur service. À savoir qu'une infirmière qui débute, avec la responsabilité qu'elle assume, démarre à environ 1 500 €. Il y a 20 ans, c'était quasiment 2 fois le SMIC. Maintenant, on approche le SMIC. C'est légèrement au-dessus. Comment voulez-vous que cette profession attire? Ensuite, la question a été posée concernant la souffrance des collégiens et des migrants. Pour les collégiens, les lycéens, il existe des espaces pluriels santé jeunes. Alors, il en existe un à Istres, un à Martigues et un à Port-de-Bouc. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge la souffrance psychique des jeunes de 12 à 25 ans. Pour les migrants, alors là, ça se complique, puisque les circuits actuels ne permettent pas aux primo-arrivants, qui ont moins de 3 mois de séjour sur le territoire, d'être pris en charge par l'hôpital public. Ils doivent attendre 3 mois, sauf soins urgents, c'est-à-dire quand leur vie est en danger. Ensuite, ils intègrent le circuit normal avec la CMU. Et lorsqu'ils ont épuisé leur droit de séjour, eh bien, ils passent en AME. Mais entre la CMU et l'AME, il y a une période de non-droit. Donc, eh ben, il faut qu'ils se débrouillent avec des gens bénévoles ou avec des gens qui payent pour eux. Voilà notre système de santé actuel. Voilà ce qui explique les confinements successifs et le manque, la restriction de liberté auquel nous sommes confrontés depuis 1 an. Bonjour, donc moi je m'appelle Michel Roussel, je suis pédiatre hospitalier. J'ai travaillé très longtemps au CAMS de Martigues et de Marignane en tant que neuropédiatre, donc dans le secteur médico-social. Je voulais continuer sur ce qu'a dit Daniel, qu'on a appelé le Ségur de la santé. Alors, ce qui s'est passé pendant la première période de la Covid, ça a été que tout le monde s'est rendu compte à quel point les
membres du personnel de santé étaient importants. On les applaudissait le soir même, tous les soirs, vous vous rappelez. Bon, il y en a qui ne les applaudissaient pas, il y en a qui les attendaient chez eux pour les agresser d'ailleurs, entre parenthèses, mais ça c'est un petit peu annexe. Malheureusement, l'être humain, quand il a peur, il fait un peu n'importe quoi, et c'est pas très classe. Bref, quand même, dans l'ensemble, les personnels de santé étaient très valorisés, que ce soit les médecins, les infirmières, les brancardiers, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'ils avaient quand même des salaires catastrophiques. Je rappelle qu'avant qu'il y ait eu une négociation, le salaire moyen, je parle d'une infirmière, le salaire moyen d'une infirmière, d'après les chiffres que j'ai, si je ne me suis pas trompé, c'est de 2110 €. À l'époque, en même temps, en Allemagne, le salaire moyen d'une infirmière était de 2384 € et en Espagne de 2600 €. Donc, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc c'était assez catastrophique, assez scandaleux. Et encore, les infirmières, ce n'étaient pas les moins bien payés. Les autres membres du personnel, aides-soignantes, brancardiers, etc., c'était encore pire. Alors il y a eu donc reconnaissance de cette histoire-là, et donc il y a eu une grande négociation pendant tout le mois de juin. Ça a commencé mi-mai, ça a fini début juillet, donc un mois et demi de négociation avec les syndicats, avec les personnels de santé, etc. Et ça a abouti à ce qu'on appelle le Ségur de la santé, qui n'a pas été complètement inutile, puisqu'il y a quand même eu pas mal d'argent débloqué. En particulier, 8,2 milliards d'euros ont été déboursés pour l'augmentation, la valorisation des personnels. Il faut quand même noter que ça fait 183 € par infirmière, et donc même après le Ségur, on passait un salaire de 2253 € qui était toujours nettement inférieur à l'Allemagne et à l'Espagne. Donc cette espèce d'augmentation n'est pas négligeable bien sûr, mais est loin du compte. Alors, la France était 28e sur 33 dans l'Union européenne à l'époque. Elle a dû gagner quelques places avec cette petite augmentation, mais elle est toujours très à la traîne des autres nations importantes comme l'Allemagne ou l'Espagne. Donc le compte n'y est pas. Et le compte n'y est pas deuxièmement parce que cette augmentation n'a été donnée qu'au secteur social, qu'au secteur santé, pardon. Alors il y a une grande différenciation dans la santé entre le secteur soignant, l'hôpital, etc., les chirurgies, et puis le secteur médico-social, qui s'occupe aussi de la santé psychique et qui prend les gens à long terme, et dont font partie d'ailleurs les deux camps dont je parlais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce secteur médico-social a été complètement exclu des négociations et s'est retrouvé sur la touche. À la rentrée de septembre, on a dit que les infirmières, les aides-soignantes, les secrétaires médicales de l'hôpital allaient gagner 183 € de plus, mais que les orthophonistes, les secrétaires médicaux, les kinés des secteurs médico-sociaux, c'est-à-dire les CAMS en particulier, ils restaient comme ils étaient avant, toujours à leur faible sort. Donc évidemment, c'était complètement scandaleux. Le même travail égal, salaire égal, c'était quelque chose qui était complètement bousillé. Donc il y a eu une très grosse mobilisation du secteur à ce moment-là, en septembre-octobre, il y a eu une énorme mobilisation. C'est très compliqué de mobiliser le secteur médico-social parce que contrairement à l'hôpital où il y a 1000 ou 2000 personnes dans le même lieu, là c'est des lieux très épars, très géographiquement séparés, avec 15 personnes par-ci, 10 personnes par-là, et faire une union là-dessus c'est assez compliqué. Ça s'est quand même fait nationalement et localement. Localement on a eu le soutien du député Pierre Darville qu'il faut quand même souligner, et à l'arrivée, le gouvernement a été obligé de céder. Mais attention, il a cédé partiellement, parce qu'il a dit, ok, le secteur médico-social, on lui accorde les 183 €, mais on commence au mois de juin, c'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais, la secrétaire médicale du CAMS, eh bien, elle perd tous les mois, depuis décembre, 183 €, ce qui fait sur 6 mois, d'après mes calculs, à peu près 1100 €. C'est-à-dire, c'est pas une somme négligeable, quand on a des petits salaires. 1100 €, c'est la moitié du salaire d'une infirmière, c'est pas négligeable du tout. Et là-dessus, le compte n'y est pas non plus. Alors qu'est-ce qu'il faut, je finis là-dessus, qu'est-ce qu'il faut conclure de ça? C'est que d'une part, ce gouvernement, il reste toujours en deçà, il fait des grandes redemontades sur on va tout changer, vous allez voir, quoi que ça coûte, on le fera, disait Macron. Et puis à l'arrivée, on a des réformes qui sont des réformettes, qui ne sont pas négligeables. 183 € c'est pas mal, mais c'est loin du compte, et encore c'est pas donné à tout le monde, et il faut se battre pour obtenir que ce soit donné à tout le monde. Et la deuxième leçon, c'est que la lutte paye, c'est-à-dire que effectivement, je pense qu'ils s'étaient dit que le secteur médico-social ne bougerait jamais, et que ça allait passer à l'as, et que donc on allait éviter d'en donner de l'argent. Eh bien ils se sont trompés, il y a eu une grosse mobilisation. Alors malheureusement, c'est pas rétroactif, c'est-à-dire que ça commence en juin, ils perdent quand même 6 mois, mais quand même la lutte a payé. Ça prouve qu'on peut arriver à gagner, même dans une situation très compliquée avec le confinement, le couvre-feu, les gestes barrières, etc., qui empêchent les manifs, qui empêchent plein de choses. Malgré ces contraintes-là, eh bien, le secteur médico-social il a gagné
pas complètement à 100% parce qu'il n'y a pas de rétroactivité, mais il a gagné et il faut le souligner. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Monique Hulpa et j'interviens aujourd'hui en tant que patiente simplement. Je n'ai aucun lien avec le milieu médical. Alors en fait, ce qui m'a interpellée pendant la période du Covid, au début des consignes gouvernementales, c'était le fait qu'on disait aux gens, si vous avez des symptômes, restez chez vous, et si vous allez mal, allez voir, appelez le 15. Et en fait, pour moi, c'était déjà une mise à l'écart des médecins de ville qui auraient pu, que les patients auraient pu aller voir et qui auraient peut-être pu déjà les aider. Et ce sentiment s'est accentué lorsque j'ai constaté qu'en fait, il y avait des décrets dès le mois de mars, donc entre le 23 et le 26 mars, il y a eu plusieurs décrets qui ont interdit aux médecins de ville aussi d'utiliser l'hydroxychloroquine et de la prescrire donc, à leurs patients. Donc ça a été levé en juillet, mais de toute façon, enfin je parle de 2020 évidemment, mais de toute façon c'était aussi une façon de les mettre à l'écart de certaines méthodes de soins et de certains protocoles. Alors pourquoi ça? Alors que les médecins de ville connaissent leurs patients et que du coup, en échangeant entre eux, ils ont pu aussi, pour certains, trouver des protocoles qui pouvaient aider les gens et éviter des mises en hôpital, enfin des hospitalisations, ce qui soulage aussi le système hospitalier. Et aussi, ils ont trouvé des traitements préventifs, qui sont tout simples, mais qui peuvent en tout cas limiter les effets de la contamination lorsqu'on est infecté. Donc en fait, ce qui se passe aussi, c'est que ces patients, ces médecins sont quelquefois convoqués aussi devant l'ordre des médecins en cas d'expression libre sur le contexte actuel. Et on sait également, enfin j'ai appris donc que les directeurs de la CPAM peuvent décider de sanctionner un médecin en cas de faute grave, laquelle on ne sait pas, mais ils peuvent également décider de le déconventionner. Donc je pose la question de savoir s'il y a une médecine d'État qui se met en place aujourd'hui, c'est-à-dire que le soin doit être décidé d'en haut, se pratiquer en hôpital exclusivement, et notamment pour les cas graves, et sans traiter les autres. Et si les médecins sont un peu sous pression aujourd'hui, comme le démontrent certains collectifs de médecins qui se sont réunis et qui actuellement essaient de protester contre toutes ces mesures. Et moi je relie ça, ça n'a peut-être rien à voir avec le coronavirus, mais en tout cas je relie ça au fait que nous, en tant que patients, nous n'avons pas forcément la liberté de nous soigner comme nous l'entendons, dans la mesure où, je cite l'exemple de l'homéopathie qui a été peu à peu déremboursée, mais qui l'est définitivement depuis le 1er janvier 2021. C'est un système de soins qui permet à certaines personnes, et notamment des familles et des enfants, de se soigner à moindre coût et aussi sans effet secondaire. C'est une médecine naturelle, mais elle est considérée comme n'ayant pas de résultats scientifiques. Donc aujourd'hui, on l'a éliminé des remboursements. Or, il représentait 0,1% ces remboursements du budget total de la sécurité sociale. Alors, pour vous donner un comparatif, l'homéopathie, c'est 31,2 millions d'euros de remboursement contre 29,8 milliards d'euros pour les autres médicaments. Donc, c'est peut-être anecdotique, mais j'estime que ça ne l'est pas. Donc là, j'exprime mon point de vue personnel et qu'à un moment donné, peu à peu, est-ce qu'on ne nous dirigerait pas vers un système plus concentré au niveau médical et qui pourrait nous priver de cette liberté aussi. On peut rajouter, c'est que jusqu'au mois de février, les patients, les soignants qui étaient atteints du Covid, qui étaient testés positifs, pouvaient continuer à travailler dans les services puisque le manque d'effectifs était assez important. À savoir que d'ailleurs, les retraités ont été rappelés pour travailler. Depuis le 16 février, un texte de la Direction générale de la santé impose à tous les soignants, c'est-à-dire tous les paramédicaux ayant contact avec des patients, à rester chez eux et à respecter la durée de l'isolement prescrit. Avant, c'était 7 jours, c'est passé à 10 jours cette semaine.
Et pour revenir à ces retraités qui sont venus travailler, à ces infirmiers libéraux qui sont venus travailler, eux n'ont pas eu droit à la prime Covid, puisqu'ils ne sont pas statutairement inscrits sur la liste des personnels hospitaliers. Et que certains, mais moi ce qui m'a choqué, c'est que certains métiers nécessaires à l'hôpital, mais n'ayant aucun contact avec les patients, ont quand même bénéficié de cette prime. C'est-à-dire que les soignants qui sont revenus sur leur temps perso, mais n'appartenant pas au listing, ont touché la prime, n'ont pas touché la prime, pardon, et que certains restés enfermés dans les bureaux, n'ayant aucun contact avec les patients, ont touché la prime. Cherchez l'erreur. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance.